Mercredi matin, le ciel au-dessus de l'ouest de l'Inde ne laissait rien présager d'un drame. Et pourtant, en moins d'1 heure, un vol court, presque routinier, allait se transformer en l'un des accidents aériens les plus troublants de ces dernières années. Un crash brutal, survenu à quelques dizaines de mètres seulement de la piste, sans appel de détresse clair, sans message d'urgence explicite, et surtout, avec une succession de décisions qui aujourd'hui encore interrogent les enquêteurs. Avant d'entrer dans le cœur de cette histoire, je tiens à vous le dire clairement. Si vous appréciez ce type d'enquête détaillée, si vous voulez que Vols inexpliqués puisse continuer à produire des analyses toujours plus poussées, plus immersives et plus rigoureuses, s'abonner à la chaîne nous aide énormément. C'est ce soutien qui nous permet d'aller plus loin dans nos recherches et de vous proposer des récits toujours plus captivants. Maintenant, revenons à ce vol. Il est environ 8 heures du matin, lorsque l'appareil quitte l'aéroport international de Mumbai. À son bord, 5 personnes. Le trajet prévu est court, à peine 250 km jusqu'à Baramati, un aérodrome régional situé à l'intérieur des terres. En temps normal, ce type de vol ne dure pas plus de 40 minutes. Les pilotes connaissent bien la route. L'avion est en configuration standard, et rien, dans les premiers instants, ne laisse penser que la situation est anormale. Pourtant, ce trajet apparemment simple cache plusieurs particularités. La zone est vallonnée, parfois piégeuse visuellement, surtout lors des phases d'approche. Et surtout, l'aérodrome de destination ne dispose pas d'une tour de contrôle classique. Il s'agit d'un terrain dit non contrôlé. Cela signifie qu'aucun contrôleur aérien n'y guide les avions à l'atterrissage. Les informations de trafic et de conditions sont transmises par des instructeurs au sol, et la responsabilité finale de l'approche repose presque entièrement sur l'équipage. Quelques minutes après le décollage, le vol établit un premier contact radio avec Baramati. La communication est normale, aucun stress, aucun signal d'alerte. L'avion poursuit sa descente progressive vers la zone d'approche, sous la supervision de l'approche de Pune, qui gère le trafic régional. Arrivé à environ 30 nautiques de la piste, soit un peu plus de 50 km, les pilotes reçoivent l'autorisation de poursuivre vers Baramati. Les conditions météorologiques rapportées semblent acceptables. Vent faible, visibilité annoncée autour de 3 km. Sur le papier, rien d'exceptionnel. Les pilotes sont autorisés à effectuer une approche à vue, ce qui signifie qu'ils devront repérer la piste visuellement pour se poser, sans assistance d'un système d'atterrissage de précision. C'est ici que les choses commencent à devenir floues. Lors du premier passage en approche finale, l'équipage annonce ne pas avoir la piste en vue. La décision est prise d'effectuer un go-around. L'avion remet les gaz, reprend de l'altitude et se repositionne pour une seconde tentative. Là encore, cette manœuvre est courante. Les pilotes sont formés pour cela. Un go-around n'est pas un échec, mais une mesure de sécurité. Mais le temps passe, et la situation ne s'éclaircit pas. Interrogé sur sa position, l'équipage confirme qu'il se trouve de nouveau en finale sur la piste 11. On leur demande s'ils ont désormais un contact visuel avec la piste. La réponse est hésitante. Non, pas encore. Ils précisent qu'ils rappelleront dès que la piste sera visible. Quelques secondes plus tard, un message tombe. La piste est en vue. À 8h43, l'autorisation d'atterrir est donnée. Mais un détail essentiel manque. Les pilotes ne confirment pas clairement la clairance d'atterrissage. Aucun reçu, aucun accusé standard. La radio reste silencieuse. Ce silence, à ce moment précis, est aujourd'hui l'un des éléments les plus dérangeants du dossier. Moins d'1 minute plus tard, depuis le sol, des témoins aperçoivent une lueur anormale près du seuil de piste. Des flammes. L'alerte est immédiatement donnée. Les services d'urgence sont dépêchés sur place, mais il est déjà trop tard. L'épave de l'avion était retrouvée à environ 50 mètres sur le côté de la piste, proche du seuil. L'impact a été violent. Aucun survivant. Très vite, l'enquête est confiée au bureau officiel, chargé des accidents aériens. Leur mission ? Comprendre comment un avion, en phase finale d'atterrissage,
dans des conditions annoncées comme acceptables, a pu s'écraser à quelques secondes du toucher des roues. La première hypothèse évoquée est celle de la visibilité. 3 km sur le papier. Mais qu'en était-il réellement à basse altitude? Dans certaines régions, la brume peut être très localisée. Un pilote peut voir correctement l'environnement général, mais perdre la piste au dernier moment à cause d'un voile de brouillard, d'une fumée ou d'un contraste insuffisant avec le relief environnant. Mais cette explication ne suffit pas à répondre à toutes les questions. Pourquoi, si la visibilité était réellement dégradée, l'équipage n'a-t-il pas interrompu la seconde approche? Pourquoi annoncer que la piste est en vue, puis ne plus répondre à la radio? Et surtout, pourquoi aucun appel de détresse n'a été émis? Dans l'aviation, même face à une panne soudaine, les pilotes tentent presque toujours de transmettre un message, parfois même fragmentaire. Un simple mot, un code d'urgence, une alerte. Ici, rien. Comme si l'événement avait été trop rapide ou trop brutal pour laisser le temps de réagir. Les enquêteurs se penchent alors sur d'autres pistes. Une défaillance technique, par exemple. Une perte de puissance moteur à très basse altitude, combinée à une mauvaise visibilité, pourrait expliquer une trajectoire trop basse, un contact avec le sol avant la piste. Mais là encore, sans données du cockpit et des enregistreurs de vol, il est impossible d'affirmer quoi que ce soit. Il y a aussi le facteur humain, la pression, un vol transportant une personnalité importante, un planning serré, un aérodrome sans assistance complète. Tous ces éléments peuvent inconsciemment influencer la prise de décision. Continuer l'approche, au lieu de se dérouter vers un aéroport mieux équipé. Tenter une dernière fois, en pensant que ça passera. Et puis il y a cette question qui revient sans cesse. Comment un avion peut-il être autorisé à atterrir, à vue, sans confirmation claire de la part de l'équipage? Était-ce un problème radio, une mauvaise réception, ou un simple oubli dans une phase de travail intense? Chaque accident aérien est une chaîne d'événements. Rarement une seule cause, presque toujours une succession de petites décisions, de conditions imparfaites, d'éléments qui, pris isolément, ne sont pas catastrophiques, mais qui ensemble deviennent fatales. À ce stade de l'enquête, beaucoup de réponses restent suspendues. Les données des enregistreurs de vol, l'analyse des débris, l'étude précise des conditions météo réelles au moment exact de l'approche, tout cela prendra du temps. Mais une chose est déjà certaine. Ce crash rappelle à quel point les phases d'approche et d'atterrissage restent les plus critiques en aviation. Même sur un vol court, même avec des pilotes expérimentés, même quand tout semble sous contrôle, sur vols inexpliqués, nous continuerons à suivre cette enquête, à analyser les conclusions officielles lorsqu'elles seront publiées, et à décortiquer chaque élément technique pour comprendre, au-delà du choc émotionnel, ce qui s'est réellement passé dans ces dernières secondes. Parce qu'en aviation, chaque accident, aussi tragique soit-il, a un objectif ultime, éviter qu'il ne se reproduise.